Alors, j'attends que tout le monde se connecte. Hello, Steph. Euh, Salut Stéphanie. alors, je vais mettre aussi un petit message dans le chat en disant que les questions peuvent être écrites dans la partie Q&A et on y répondra à la fin du webinaire. Donc, en gros, là, Gauthier, le but, c'est qu'on prenne, qu'on prenne une bonne demi-heure sur ta présentation, sur la présentation de Sun to Green, sur justement tout ce qui va être un peu lié à l'environnement. Il y a pas mal de sujets sur lesquels on peut discuter, je pense, et même peut-être un peu plus longtemps qu'une demi-heure, parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire. Et après, on pourra enchaîner sur peut-être une toute petite partie qui intéresse pas mal de nos participants aussi qui sont sur la levée de fonds, des sujets que tu as pu avoir puisque tu as finalisé ta levée. Et donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Euh, on commence parce que du coup, ça se connectera au fur et à mesure. Pour que tout le monde comprenne un peu qui est Gauthier, déjà, je fais une petite courte présentation. Mais là, aujourd'hui, en fait, le but de ce webinaire, c'est de discuter de comment monter une startup à impact concrètement. Pourquoi le mot concrètement est très important avec Gauthier, puisque le but, c'est qu'on donne des vraies choses qu'on peut faire dans la réalité pour pouvoir faire des choses voilà, concrètement, comme le mot l'indique, hein. Donc, il y a pas mal de choses dans lesquelles on va parler. Comme je disais en amont, la présentation de Gauthier, son retour d'expérience sur développer une entreprise à impact, sur du coup la présentation de Sound to Green, qui est l'entreprise qui monte avec ses coéquipiers, entre guillemets, sur cette expérience-là. Et après, on enchaînera du coup sur la partie levée de fonds. Gauthier, ce que je te propose, c'est peut-être tu peux te présenter rapidement, dire un peu aussi ton expérience, là où tu viens, peut-être tes études, etc. et comment tu es arrivé à monter cette entreprise finalement. Et après, on enchaîne là-dessus, on pose un peu des questions là-dessus et puis on voit où ça nous mène. Ça te va? Carrément. Premier tour. Ben, bonjour Mathieu, donc bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Gauthier de Carquette, j'ai 28 ans et effectivement je suis un des membres d'une équipe qui a créé un projet qui est devenu une startup ensuite qui s'appelle Sound to Green. On est une équipe de 3. Alors je pense que j'aurai le temps de revenir sur mes deux autres acolytes, mais moi Ouais. rapidement donc j'ai 28 ans, avant de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale, j'ai travaillé pardon pendant 4 ans. Alors toujours en start-up, enfin j'ai travaillé une première année dans une start-up qui travaillait sur l'alimentation durable. Ensuite, Ok. j'ai fait un petit passage par Bruxelles sur un job de consultant en stratégie data. Donc rien à voir avec l'alimentation, mais j'y allais pour apprendre en fait. Et à la suite de ça, il y a eu une période de confinement pour tout le monde. Moi, je recherchais du boulot à ce moment-là, et donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi, presque 2 ans comme indépendant sur aussi des missions de conseil, mais cette fois-ci avec un profil un peu touche à tout. Et en parallèle de cette période qui était un peu incertaine, je me suis posé la question d'une reformation puisque j'étais issu d'études plutôt généralistes. Et après 3 ans de travail, je me rendais compte que j'avais envie de me spécialiser sur les sujets environnementaux. Et donc, je me suis relancé dans un master. Et en parallèle de ce master-là, je réfléchissais déjà pas mal à l'entrepreneuriat. J'avais rencontré différentes personnes, dont Benjamin, qui est aujourd'hui le CEO de Santo Green. Et donc, en parallèle du master, on a lancé avec une troisième personne qui nous a rejoint, qui s'appelle Wissal Ben Moussa, le projet, puis la startup Santo Green. Donc, pendant à peu près 1 an, j'ai mélangé formation académique et entrepreneuriat. Ok. Et ensuite, on est parti en recherche de fonds et finalement, le projet s'est beaucoup plus développé et structuré, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Non, mais complètement. Mais hyper intéressant, ça veut dire que, bon, ça, je pense que c'est un peu la même chose pour pas mal de monde en France. Le Covid, ça a été la période un peu de réflexion sur sa vie. Où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, etc. Donc toi, ça s'est transformé vraiment sur je repars dans les études, quoi. Le master, c'était un master quoi, du coup? Alors, c'est un master sur l'environnement que j'ai fait dans une école d'ingénieur qui s'appelle AgroParisTech. L'idée, c'était quoi? C'était surtout donc venant d'une formation très généraliste, j'avais besoin d'avoir enfin, en tout cas, je ressentais ce besoin-là à ce moment-là, d'avoir des éléments techniques sur les sujets environnementaux qui sont parfois complexes. Et en fait, de manière beaucoup plus générale, moi, j'en retire
une super expérience. Alors, il y a des apprentissages, mais il y a surtout aussi le fait de pouvoir échanger avec des gens qui sont très différents de toi, parce que Ouais. nous, on était tous en reformation. Il y a eu des parcours tous voilà, assez variés les uns et les autres. Et donc ça stimule et ça alimente pas mal de réflexion. Et en fait, le projet que je structurais à ce moment-là, c'est aussi pas mal nourri des retours que j'ai pu avoir, Ok. et notamment des apports aussi des profs là-dedans. Mais de manière générale, je pense que se donner le temps de la reformation, c'est vachement intéressant parce que c'est aussi des temps de réflexion qu'on peut après très très vite mettre en action. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça, c'est le premier contact finalement que tu as avec l'environnement, si je peux prendre l'environnement comme un sujet hyper large, mais avant, tu t'es déjà un peu intéressé à ce sujet-là, ou alors c'est vraiment là, tu t'es dit, OK, je sens qu'il y a une problématique post-Covid et je me lance là-dessus. Comment ça s'est passé un peu le lien que tu as avec l'environnement, quoi? Alors non, en fait, moi j'ai depuis mes premières études, j'ai toujours été assez sensible à cette cause-là, plus sur un point de vue climat au début. Ouais, Et après, d'une sensibilité un peu générale, l'avantage du master, c'est que ça m'a permis de cibler ensuite mon action, puisque forcément, je connaissais plus de choses, et donc je me suis dit, bah tiens, c'est dans cet endroit-là que je peux agir, en l'occurrence en lien avec l'agriculture. Mais c'est une sensibilité que j'ai voilà depuis pas mal d'années, que j'essaye de travailler. Et surtout que j'ai essayé d'approfondir bah, en écoutant des gens, en allant rencontrer des personnes à droite à gauche. Parce que mine de rien, le sujet, il est assez complexe. Enfin, comme tu l'as souligné, il y a énormément, enfin, c'est très, très vaste. Il y a ouais, énormément de sous-sujets liés à ça. Et, euh, et je trouve que on arrive à une période où il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent partager leur savoir, leurs connaissances. clairement. Donc, Ouais. moi, il y a un moment, bah, notamment quand j'étais sans boulot, j'ai pris pas mal de temps à aller contacter des gens via LinkedIn, etc., pour qu'ils puissent me parler de ce qu'ils essayaient de faire au jour le jour. En même temps, j'ai lu un peu. Et, mais voilà. Enfin, donc Du coup, tu as des livres, enfin, des livres, des personnes à suivre, des livres pour essayer de te renseigner, justement. Parce que je pense que c'est un sujet, si tu veux, qui touche beaucoup de monde. Moi, le premier, par exemple, c'est un sujet vraiment où c'est plusieurs années aussi que je m'intéresse énormément. Et effectivement, c'est très, très large. Tu arrives souvent sur le climat, généralement, c'est à peu près quand même le point de culmine où bah, tu as envie de savoir un peu ce qui se passe, pourquoi ça se réchauffe, etc., etc. Mais globalement, c'est très difficile de te dire, OK, comment agir, parce que c'est tellement large que du coup, tu te perds un peu là-dessus. Et c'est intéressant le point de vue où tu te dis que les études t'ont permis de te focaliser sur un domaine où tu te dis, OK, c'est là où je vais agir, où j'ai un potentiel impact positif. Et donc là, est-ce que tu as des personnes à suivre pour peut-être déjà se renseigner plus ou moins sur certaines phases de l'environnement importantes? Qu'est-ce que tu peux dire un peu à ceux qui peuvent nous écouter là, ouais, alors je pense qu'on justement, ce qui n'était pas forcément il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui il y a quand même des grands vulgarisateurs sur ces questions-là. Alors après, on peut être plus ou moins sensible à telle ou telle personne, telle façon de dire les choses, mais je pense à des Jean-Marc Jancovici, Aurélien Barraud. Il y a aussi des médias qui se mettent beaucoup sur ces thématiques-là. Il y a un média les qui bons s'appelle Le potes? Vert, il y a Bon Pote, etc. Alors ça, c'est assez génial parce que ces gens-là font un travail de vulgarisation qui est assez énorme et donc qui rend accessible beaucoup d'éléments assez compliqués parce que sinon on peut aller aussi lire les rapports du GIEC, mais ça demande plus de temps. Ouais. Et en revanche, moi j'encourage aussi pas mal à suivre les personnalités du GIEC qui rendent voilà tout ce travail de vulgarisation scientifique beaucoup beaucoup plus accessible. Ok. Et moi, enfin, en tout cas pour moi, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de l'augmentation du niveau de connaissance là-dessus, bah, on a aussi une sensibilité plus ou moins forte avec certains sujets, et c'est ça qui ensuite petit à petit pousse à l'action. Mais je pense que faut réussir à se faire une vision assez générale des grandes problématiques pour ensuite arrêter de réfléchir et se dire voilà, c'est dans celle-là que je veux agir. Parce que moi, je pense qu'on aura le temps d'y revenir, mais le problème, il est vraiment multifacette. Et, euh, et donc, trouver en fait ce qui nous correspond, je pense, permet ensuite de directement sauter dans l'action ou du moins dans l'engagement. Enfin, après, ça peut prendre plein de formes différentes selon les gens. Ouais. Mais il faut sortir de la vision globale à un moment donné qui peut être assez anxiogène. En revanche, il faut quand même y arriver pour ensuite, petit à petit, savoir dans quoi on veut Se agir. centraliser dans un truc, quoi. Ok. Mm. Et ça fait, toi, une belle transition finalement avec Santo Green parce que du coup, tu as décidé de te diriger vers l'entrepreneuriat, si je comprends bien, tu t'es dit pourquoi pas l'entrepreneuriat, ça peut potentiellement servir à agir pour la cause qui, du coup, l'agriculture, si je comprends bien, plus ou moins. Mm. Tu peux nous dire un peu le passage à ça, justement, le début de Santo Green, comment tu as rencontré tes fondateurs? Ouais, alors donc moi, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai rencontré Benjamin peut-être 2 ans avant qu'on lance l'entreprise.
Il avait déjà ce projet en tête. Benjamin, il a un vrai profil d'entrepreneur avec Ok. beaucoup d'idées à la seconde, mais ça faisait déjà quelques temps qu'il se posait la question, et notamment sous une forme assez simple, c'est de dire bah, écologiquement, on a des problèmes avec le climat, euh, et dans le même temps, il y a un tiers des terres qui sont des déserts. Ouais. Bon, faut qu'on sauvegarde nos forêts. Pourquoi en fait on n'y a pas planté des arbres dans ces terres-là? Et la porte d'entrée qui rend ça possible, c'est le dessalement, puisqu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le dessalement d'eau, donc qui permet de faire venir de l'eau dans des zones qui généralement n'en ont pas, en l'occurrence le désert. Et donc voilà, il réfléchissait à ça. Et un jour, donc on se connaissait par d'autres, enfin voilà, des personnes en commun. Et il commence à m'en parler pas mal. Et je lui dis, bah, ce serait intéressant qu'on creuse le sujet ensemble. Et au début, je l'aidais vraiment comme on aide un ami, en fait, à développer une idée. Ouais. Chacun peut apporter un peu ses connaissances ou ses méthodes, ce qu'il a pu apprendre, etc. En l'occurrence, moi, mon rôle, c'était plutôt de structurer l'approche dans un vrai business plan, voir comment on fait derrière, quelles Ok. hypothèses on prend, etc. Et en fait, très vite, il m'a fait part de l'envie de monter une boîte. Moi, je lui ai dit concrètement, il me reste 15 000 euros sur mon compte d'expérience avant. Je peux tout cramer, mais il y a un moment où il faut voilà, on a un projet qui est assez ambitieux, faut qu'on arrive faut que ça marche assez vite. Ouais. Donc c'est un pari qu'on a pris. Et en parallèle, Benjamin avait déjà fait pas mal de recherches pour regarder les projets qui effectivement cultivaient les déserts. C'est par ces recherches-là qu'on avait rencontré et pris contact avec Wissal, qui est une ingénieure agronome marocaine qui a une ferme au Maroc. Ok. Et on est allé la voir, en fait, pas forcément avec l'idée de s'associer directement avec elle, mais plus pour bénéficier de ses conseils, parce que c'est quelqu'un de très doué Ok. dans la culture au milieu aride. Et finalement, en allant la voir, le match s'est fait et on s'est dit bon bah voilà, on est une équipe qui commence à vraiment ressembler à quelque chose dans le sens où on a des compétences qui sont assez complémentaires. Maintenant, on est parti directement en levée de fonds, puisqu'on avait besoin de ces fonds-là pour commencer à mettre en place des vrais projets pilotes sur l'approche scientifique en fait qu'on avait réussi à sourcer et le résultat de la recherche qu'avait mené Wissal, elle, de son côté. Ok. Et donc, bon, on a continué un peu les opérations, mais en parallèle, on est parti en levée de fonds. Moi, je me suis un peu plus occupé de ce sujet-là. Mais au fur et à mesure, l'entreprise s'est structurée là-dedans. Alors, toujours avec le sujet de comment on fait entre la France et le Maroc, comment on travaille à Sûr. distance. Mais je pense que c'est des sujets que vous maîtrisez aussi pas mal. Et voilà. Et donc, la levée de fonds s'est terminée en décembre dernier. Donc, on a mis un peu moins d'un an pour lever des fonds. Et maintenant, on déploie à plus grande échelle au Maroc. Ouais. Ok. Et donc là, t'as levé combien déjà? Je me rappelle plus le montant exact. Alors, on a levé, nous, on pense plutôt en dollars parce que, Ouais. enfin voilà, parce qu'on a des fonds aussi qui sont américains. On a levé 1 million de dollars. Ok. 1 million de Donc dollars. ça doit Belle faire levée. 800 000 euros peut-être, Et un donc peu plus. donc là, donc pour peut-être revenir sur Santorini pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est un sujet quand même qui est assez nouveau finalement. Enfin, c'est comme je disais dans mon post, Mm. moi sur LinkedIn pour faire la com, je rencontre pas souvent des gens qui te disent j'ai envie de cultiver les déserts. Euh, comment ça fonctionne? C'est quoi la j'ai du mal à dire le mot. Désalinisation? Désalinisation. Ouais. Comment ça fonctionne en fait? Comment tu peux planter des arbres dans un endroit qui est ultra aride et en quel est aussi bénéfique finalement pour la planète? Pourquoi faire Mm. ça? Je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, qu'on comprenne bien le concept. Ouais. Alors, juste sur les terres arides, déjà, enfin, il n'y a aucune terre qui est aride en soi. C'est souvent une terre qui a été aridifiée ou qui a été désertifiée au fur et à mesure du temps par différents Ok. phénomène, enfin qui peut être météorologique ou en l'occurrence nous dans les endroits dans lesquels on est, c'est lié à une surutilisation des terres qui petit à petit ont conduit au fait qu'elles se Ok. désertifient. Mais en fait, on retrouve à peu près la même chose dans tous les déserts, c'est que les sols ont très peu de matière organique. Et donc effectivement, c'est ça qui rend une culture difficile puisque forcément, quel que soit le végétal que tu plantes, il va avoir besoin de certains nutriments pour grandir. Ok. Et en plus de ces nutriments-là, il a besoin, donc petit rappel du cours des EVT, de soleil et d'eau pour réaliser sa photosynthèse et petit à petit grandir. Ok. Euh, Nous, donc, enfin, l'avantage dans les déserts, c'est qu'il y a beaucoup de soleil. On va utiliser effectivement du dessalement d'eau pour faire venir de l'eau et donc permettre en gros le coup de pouce qui permet au végétal au début de se lancer.
On a différentes stratégies ensuite pour qu'ils s'adaptent bien, etc. Mais on pourrait y revenir. Mais en fait, pourquoi on s'est dit que c'était important de cultiver dans les déserts? Déjà parce que il y a des gens qui vivent dans les déserts. Enfin, alors, Ouais. on pense directement à Sahara, désert de sable, mais en fait, il y a beaucoup de zones arides dans lesquelles il y a des communautés qui aujourd'hui sont de plus en plus exposées au dérèglement climatique, puisque les zones arides ont tendance à s'aridifier de plus en plus, à avoir de moins en moins d'eau. Et par exemple, donc nous, dans les endroits où on est au Maroc aujourd'hui, c'est une région d'oasis. Et les oasis Ok. aujourd'hui, ils sont en train de disparaître parce qu'il y a moins d'eau. Donc, en cultivant dans le désert, on permet aussi déjà à des gens de rester dans les endroits où ils habitent. Et c'est souvent des habitats qui sont multiséculaires, même si enfin, il y a des tribus nomades qui sont sédentarisés. Bref, en tout cas, il y a des gens. Donc, le premier élément, je pense, c'est que enfin, cultiver dans des zones arides, ça sert à des gens. Et Ok. ensuite, d'un point de vue plus économique et écologique, euh, écologiquement, en fait, on s'est dit que l'avantage de cultiver les déserts, c'est que ça nous permet, si on le fait bien, de refertiliser les sols et donc Ouais. d'inverser en fait le processus de désertification. Aujourd'hui, en moyenne, on perd à peu près 13 millions d'hectares à cause de l'avancée du désert. Et en fait, en cultivant, en mettant des barrières à ça, on peut essayer d'inverser ce phénomène-là. Nous, après, de manière un peu plus spécifique, on fait de l'agriculture. Donc, notre culture, elle a une vision productive. Et ça, c'est pour en même temps embrasser un autre problème. C'est que l'agriculture, aujourd'hui, elle émet beaucoup de gaz à effet de serre. Ouais. Ça, c'est en grande partie dû au processus de déforestation qui a lieu notamment en Amazonie et en Afrique, mais pour aller chercher des nouvelles terres agricoles, puisque la population mondiale, de manière très Augmente. basique, elle augmente. Donc, il y a besoin de plus en plus de terres agricoles. Et nous, on s'est dit, bah, en fait, on va reforester dans les déserts en faisant de l'agriculture. En fait, on va proposer une alternative à cette déforestation-là. Ça, c'est un peu la base du projet, en se disant, Ok. bah, cultiver dans les déserts, déjà, ça sert à des gens directement, enfin localement. Et en plus, si on voit le schéma un peu plus global, ça permet d'inverser un processus de déforestation par une réhabilitation de terres en fait qui sont généralement considérées comme impropres à de l'agriculture. Donc c'est autour de ces questions-là Ok. enfin qu'on a travaillé. Après de manière un Vous peu êtes plus focalisé, quoi. ouais. Et dans un aspect un peu plus économique, c'est que les terres arides, personne n'en veut, ça vaut pas grand-chose. Donc si tu arrives à bien les cultiver, finalement Oui, ça j'avoue. devient assez vite économiquement intéressant. Ok. Et donc, ça veut dire que enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. En plus, la désertification des terres, elle est en partie due au réchauffement climatique ou pas du tout? Alors Ou si alors ça elle est pas seule, l'accélère? exactement. Il y a des Ouais. processus d'accélération alors qui changent pas mal selon les pays aussi dans lesquels on est. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que le dérèglement climatique, il entraîne tout un tas de choses, ou il accentue tout un tas de choses qui vont contribuer à la désertification encore plus fort. Juste à titre d'exemple, par exemple, on sait que il y a un impact fort du dérèglement climatique sur les précipitations en eau. Alors, pas tant sur la quantité de précipitations, mais sur le fait que, par exemple, elles sont beaucoup moins lissées à l'échelle d'une année. Donc, il y a Ouais. des orages qui sont très forts à certains moments. Bon, bah, les sols désertifiés, ils sont assez compacts et ils vont encore moins être capables de capter cette eau-là. D'absorber? Ouais. Et donc, finalement, s'il n'y a pas d'eau, bah, le sol, il se désertifie de plus en plus. Bref, il fait des cycles mettre en place. Mais on a la même chose sur le vent, par exemple, ou sur, enfin, il y a plein d'éléments qui vont contribuer à cette désertification-là. Après, la cause, enfin, une des causes principales de la désertification, c'est une mauvaise utilisation des terres ou une surexploitation des terres à un moment donné. Ça veut dire que Euh, c'est un peu une conséquence humaine, quoi. Finalement, c'est le fait d'avoir un peu trop fait de l'agriculture sur une terre qui devient, avec des pesticides, etc., je suppose, qui rendent la terre un peu aride, justement. alors, C'est un peu bah, ça, quoi. les deux sont liés. Enfin, c'est de dire qu'en fait, le dérèglement climatique fait qu'on ne peut plus utiliser les terres exactement comme on les utilisait avant. Et en Mhm. l'occurrence, nous, de manière très concrète, dans la région dans laquelle on est au Maroc, qui est une région au sud du Maroc, les terres sur lesquelles on travaille sont des terres qui, il y a 20 ou 30 ans, étaient cultivées et faisaient des céréales. Mais comme il y a eu moins d'eau, finalement, ces cultures-là, elles peuvent moins et elles peuvent plus exister. Et comme on a créé des grandes plaines céréalières, bah, finalement, il n'y a plus d'obstacles végétaux à l'avancée du sable, à l'avancée du vent, et donc très vite, ça se désertifie. Donc en fait, les deux sont assez liés. Hein. C'est que quand je dis qu'il y a une mauvaise utilisation des terres, c'est qu'effectivement, on a demandé beaucoup à la terre à un moment donné, donc on l'a forcément appauvrie. Mais derrière, comme il y a d'autres éléments qui ont changé, et ben en fait, très vite, les deux
enfin, voilà, fonctionne de manière conjointe. Ouais, Et en 10 ans, on a une zone qui devient aride alors qu'elle était semi-aride et qu'elle permettait encore de la culture à un moment donné. très bien. Ok. Ouais, donc sujet quand même assez technique, mais au final, hyper intéressant, quoi. Ça te permet, toi, effectivement, d'un point de vue économique, et c'est là où l'entreprise fonctionne finalement, quand il y a un point de vue économique, sinon c'est une association, quoi. Mais là, dans ton cas, effectivement, le fait de produire peut-être un peu des denrées alimentaires, ça te permet toi, de nourrir la population qui grandit, d'éviter d'avoir une partie des forêts qui sont déforestées pour pouvoir accentuer le terrain agricole. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est un beau projet. Euh, Peut-être on peut rentrer un peu dans le vif du sujet. Je savais que enfin, je sais que c'est un côté un peu du webinaire qui t'intéresse toi aussi forcément, c'est de dire un peu concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour agir à son échelle, est-ce qu'on est obligé d'être un expert pour se lancer dans certains trucs. Ça, je sais que tu voulais en discuter et c'est vraiment un truc qui te tient à cœur et moi je suis assez d'accord avec ça. Faut, toutes les personnes qui écouteront ça en replay ou là aujourd'hui, ça peut être aussi intéressant de savoir un peu comment agir aujourd'hui concrètement. Je sais pas si tu as des pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter un peu ça concrètement. Moi, moi, je crois beaucoup en l'apprentissage. Je trouve que, enfin, aujourd'hui, on vit quand même une époque assez dingue où finalement, si tu veux apprendre des choses, c'est pas très compliqué. Tu peux regarder sur Internet et très vite, en fait, arriver à du savoir d'assez grande qualité. Donc, le point de départ, c'est apprendre. Mais après, il n'y a pas besoin de tout comprendre et de tout savoir pour bien agir. Je pense qu'il faut faire attention aux fausses bonnes idées, enfin, aux idées un peu trop simplistes, etc., puisque Ouais, tous les problèmes par essence, ils sont un peu complexes et donc il faut forcément creuser un peu le sujet pour savoir comment agir. En revanche, on peut aller chercher de l'info un peu partout et très vite, et moi ça j'en suis assez persuadé, se rendre compte de ce qu'on peut faire à son échelle ou à une échelle un peu plus grande. Alors nous, on a choisi par exemple celle de l'entreprise, mais il y a des échelles individuelles, il y a des échelles qui sont plus liées au militantisme des mouvements politiques. Enfin, après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais l'idée, c'est que en apprenant et en découvrant en fait, et ça passe aussi beaucoup par des échanges avec des personnes. Enfin, ouais, moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une personne pour te convaincre d'aller faire un truc ou de clairement. t'enthousiasmer sur quelque chose, etc. Et ben, tu te rends compte qu'on a un peu tous euh, une petite action qui doit être pas trop loin à portée de main, qui peut être plus ou moins ambitieuse. Je sais pas si ça peut être reprendre le potager de ta grand-mère si on parle d'agriculture ou essayer de calculer l'empreinte carbone de ta maison, de comment tes parents consomment. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Euh, et, et surtout, enfin, moi, je pense que enfin, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a plein d'actions qui sont déjà assez marrantes, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément Ouais, clairement. rébarbatif et qui peuvent aussi améliorer pas mal la vie. C'est-à-dire que, je sais pas, enfin, si tu commences à te dire, bah voilà, j'essaie de diminuer mon empreinte carbone en prenant moins la voiture et que finalement tu mets toute ta famille au vélo, enfin je caricature, hein, peut-être que c'est pas le cas, Ouais, bien sûr. et bah tu peux aussi te faire des super sorties en vélo en famille, chose que tu faisais pas Clairement. depuis 15 ans et voilà. Et donc c'est là où apprendre te permet de voilà de savoir un peu ce qu'il faut faire, mais après enfin il tient à chacun d'être ingénieux sur cette la façon de faire, que ça colle Ouais. à qui est chaque personne, quels sont ses centres d'intérêt. Mais moi, je crois beaucoup au côté un peu positif de ça. Il y a pas mal de gens qui militent pour ça. Je pense que peut-être que dans les gens qui écoutent, il y a beaucoup de gens qui connaissent Time for the Planet, mais moi, je crois beaucoup à ce qu'ils font, c'est-à-dire essayer de rendre le truc vachement positif, à en créer une aventure de dingue, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver, en fait. Hein. Enfin, et Ouais, nous, on clairement. s'inspire un peu de ça aussi. Moi, j'avais fait un podcast avec Arthur Boeuf, qui est un des Ok. fondateurs de Time for the Planet. Effectivement, lui, ça fait 3 ans maintenant qu'il fait ça, mais c'était vraiment le but, quoi. C'était de rendre un peu kiffant le côté d'essayer de régler un peu ce problème Mm. du dérèglement climatique. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est comme ça qu'il faut rendre un peu la chose sympa, on va dire. T'as raison, des fois, sortir en vélo. Par exemple, je prends Mm. le cofondateur d'Explo, Ouais. qui est en gros une application qui permet de faire des voyages en vélo, etc. Et ça, c'est génial. Lui, il a découvert que du coup, il a fait le tour de la France en vélo. Il rencontre des personnes qui font ça en vélo tout le temps et tu rencontres des personnes. Et bref, c'est comme ça que tu reprends un peu du lien avec l'humain aussi derrière, potentiellement du lien avec la nature parce que tu la vois de mieux en mieux. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça doit agir. Je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Et donc, toi, là où tu as été bon, entre guillemets, c'est de voir que dans l'entrepreneuriat, il y a quand même en ce moment, j'ai envie de dire, c'est pas une mode, hein, bien sûr, c'est pas ça que je veux dire, mais Mm.
il y a de plus en plus de boîtes qui se lancent d'un point de vue environnemental dans l'entrepreneuriat. Toi, là-dessus, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil créateur à des personnes, on va dire, qui ont vu un problème? Parce que je rappelle, l'entrepreneuriat, c'est toujours basé sur une problématique. Ça sert à rien de monter une idée si personne n'a envie de l'avoir, parce que le but de l'entrepreneuriat, quand même, c'est de vendre un truc. Donc, toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des créateurs qui, justement, sont en train de se dire, OK, moi, je veux régler les problématiques de l'environnement, mais via l'entrepreneuriat, et j'ai aucune idée de comment faire, quoi. C'est quoi les étapes que tu as pu suivre? Alors, je pense que le premier truc, c'est une fois que tu as une idée un peu définie, d'aller la tester au moins dans les discussions avec pas mal de personnes. Dire, voilà, moi, je pense que ça serait intéressant de faire ça. Alors déjà, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui vont te décourager, d'autres qui vont t'encourager. C'est plutôt d'aller vers celles qui t'encouragent parce que je pense que même si l'idée est nulle, il y a quand même, enfin, faut quand même s'entourer de personnes qui encouragent le fait d'agir ou de vouloir agir, de manière générale. Ouais. Et je pense que le plus important, c'est d'être assez honnête avec soi-même sur les retours qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des retours positifs, il y a des retours négatifs, mais les deux, en fait, peuvent avoir la même valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un flingue ton idée en disant non, en fait, c'est nul. Je connais des gens qui ont essayé de le faire, ça marche pas pour telle raison, que tout est acheté. Et quand quelqu'un te dit, mais c'est vachement enthousiasmant, j'ai envie de te suivre, même si j'y comprends rien. Bah, ça, tu vois, en termes c'est pas un élément concret, mais en revanche, il faut quand même capitaliser sur l'énergie que ça te donne pour après, bah, réinventer, réitérer, etc. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est quand même d'aller voir des gens et D'en de parler, ouais. construire, voilà, enfin, que ce soit pas une idée de chambre, quoi, que tu fasses tout seul dans ton coin. C'est de casser un Et peu l'idée derrière de je monte ma boîte, j'ai pas envie d'en parler, sinon on va me voler l'idée. Ça, c'est complètement ouais, ça débile. c'est sûr et certain. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que bon, ça tout le monde le dit, je pense, mais l'idée que tu as à un moment donné, sans doute que plein de Ouais. personnes l'ont au même moment. Enfin, je lisais un truc il y a pas longtemps sur des idées très très innovantes. En fait, tu te rends compte que c'est un fond qui sortait de ce rapport-là et qui disait bah, dès qu'il y a une idée assez disruptive dans un pays, on se rend compte qu'il y a la même qui émerge ou qui a émergé dans les mois précédents ou suivants dans 4, 5, 10 autres pays au même moment. Donc, enfin, c'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a trop de monde intelligent ou astucieux pour que tu sois le seul à avoir trouvé ton idée. Donc, n'hésite pas à aller en parler. Et après, ce qui ferait la différence, c'est la persévérance avec laquelle tu t'accrocheras à cette idée-là. C'est-à-dire que après, si tout le monde te dit que c'est nul, je pense qu'il vaut mieux trouver autre chose. Mais voilà, enfin, il y a aussi beaucoup de persévérance parce que rien n'est su en avance. Et donc, c'est aussi à toi de créer entre guillemets une trajectoire dans le temps en apprenant au fur et à mesure. Et après, je pense que assez vite, il faut se poser la question de bon, est-ce que mon idée, ça relève plus peut-être de l'associatif parce que j'ai envie de créer une communauté autour de ça, ou est-ce que je peux vraiment en créer un produit, un service, ou du moins je peux répondre à un besoin suffisamment clair ou en tout cas défini pour que des gens un jour puissent payer pour ça. Après, il y a différents Et, types de boîtes. Hein. Il y a des boîtes qui font mieux. ouais, c'est ça. Et toi, typiquement, par exemple, on pourrait se dire, tu vois, pour régler une problématique environnementale, créer sa boîte, c'est pas la solution parce que finalement, créer sa boîte, c'est de vendre toujours plus pour faire de plus en plus de chiffre d'affaires, pour grandir de plus en plus. Et au final, ça revient à faire ce que, on fait depuis la nuit des temps et qui détruit notre planète. Donc toi, tu arrives à conjuguer, on va dire, le côté euh, entrepreneuriat avec vraiment avoir une mission pour régler des problématiques majeures dans l'environnement, quoi. Ouais, alors moi je le vois de manière un peu différente, c'est que au-delà du système dans lequel on vit, on a un moyen aujourd'hui qui s'appelle l'argent, qui permet de faire des transactions entre des personnes sur des biens ou des services. Et Mhm. en fait, on a toujours besoin de biens ou de services. Après, à quelle quantité, à quelle fréquence, ça c'est peut-être les dérives dans lesquelles on est aujourd'hui. Mais tu vois, par exemple, nous on fait de l'agriculture. Il y aura toujours des gens qui auront besoin de se nourrir, et donc Oui. bah, ils vont payer pour ça, tu vois. Après, enfin, la question derrière, c'est à quel point on maximise ou non son profit. Mais voilà. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat est pas du tout incompatible avec le fait de répondre à une problématique. En revanche, ce que tu soulignes est vachement intéressant, c'est que peut-être qu'avant, on se préoccupait beaucoup moins de différentes externalités négatives liées à ton activité. Alors, et nous, effectivement, la question qu'on s'est posée, c'est à quel point ce qu'on fait déjà en tant que tel est bon. Enfin, est bon, c'est-à-dire va servir des gens. Même si rien n'est parfait, mais à quel point on est capable de voir qu'on crée du bien. Et après, le bien, on le définit, hein, il y a Ok. différents indicateurs, etc. Et ce faisant, en faisant notre activité, est-ce que on crée
du mal à côté, des externalités négatives qu'on n'a pas forcément intégrées dans le modèle. Et ça, je pense que c'est le grand changement qui arrive avec toutes les thématiques d'impact et la mesure de l'impact de différentes boîtes. Et nous, on est un peu drivé par ces deux choses-là. C'est est-ce que ce qu'on produit, enfin, tu vois, par exemple, on se force à vendre à des marchés locaux, peut-être à prix un peu moins. Enfin, on maximise pas forcément le profit sur tous les produits concrets. Mais on sait que si on fait ça plutôt que de l'envoyer à différents groupes agro-industriels, enfin de faire que de l'export pour des marchés à haute valeur ajoutée, bon bah c'est pas exactement le même impact. Tu vois. Donc après tu poses des choix en tant qu'entreprise. Et pour moi le mécanisme même de création de valeur, il est pas forcément incompatible avec le fait de devoir changer de système. En fait, pour moi, c'est une partie de la solution. Ce qu'on dit souvent, c'est que les entreprises étant une partie du problème doivent être une partie de la solution. Parce qu'il y aura toujours besoin de biens et de services à un certain moment. Après, il faut réduire, il Ouais. faut peut-être mieux faire, etc. Mais j'y crois pas Mais mal. là, mais ça fait franchement une très bonne transition aussi avec la levée de fonds finalement, parce que quand tu lèves des fonds, tu valorises ta société et il y a des boîtes qui militent. Et moi, j'adore ce Mm. concept-là de dire que dans une valorisation de société, tu peux intégrer aussi des critères qui sont extra-financiers, qui peuvent être justement bah, l'impact que tu vas avoir sur la société, l'impact que tu vas avoir sur les populations là où tu interagis, par exemple, là où tu agis. Et ça, typiquement, ça peut te faire augmenter ta valorisation, même si ton chiffre d'affaires s'en retrouve amoindri, tout simplement parce que tu as pris en compte des critères extra-financiers dans ta valo. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une des solutions majeures aussi pour donner la chance à des projets de ne pas partir justement dans la... Parce que là, toi, tu as la chance, on va dire, d'avoir une équipe et une tête formée pour te dire que, OK, je vais pas maximiser mes profits, etc. Mais certaines autres personnes, par exemple, qui pourraient monter un projet similaire au tien, se diraient, OK, mais vas-y, je vais maximiser à fond mes profits parce que moi, je veux pouvoir réinvestir plus tard, etc. Donc, vendre à de gros groupes et du coup, potentiellement détruire des marchés locaux. Et tu vois, ça peut avoir une conséquence désastreuse. Pourtant, sa boîte va peut-être mieux fonctionner parce que d'un point de vue argent, il va gagner plus. Et donc, Ouais. le fait d'intégrer ces critères-là dans une valorisation, je trouve ça super intéressant aussi. Et je ne sais pas ce que tu en penses, toi, là-dessus. Je ne sais pas d'ailleurs comment tu as vécu, toi, ta levée de fonds, les relations avec les investisseurs. Est-ce que justement les investisseurs se sont dit, tu avais une grosse partie quand même de questions sur l'impact que tu vas avoir fiscalement sur la population, sur ce genre de choses, ou alors c'était vraiment centralisé sur des critères vraiment financiers? Alors, un peu des deux, je dirais. C'est qu'en fait, effectivement, nous, il y a des investisseurs qui ont investi chez nous qui l'ont fait pour des questions d'impact. Après, dès lors que tu lèves des fonds en tant qu'entreprise sur un schéma VC ou BA, enfin nous en l'occurrence on a les deux. Faut pas non plus penser que on s'en fout du ROI derrière, enfin et que Ouais, voilà les invests le font simplement pour des considérations purement philanthropiques ou écologiques ou sociales, etc. En revanche, effectivement, mais ça amène peut-être une autre question, c'est que dans le panel du monde de l'investissement aujourd'hui, t'en as qui sont plus impact first et donc qui vont être capables, parce que c'est la promesse aussi qu'ils ont fait à leur LP derrière ouais, bien sûr. bref, en tout cas aux gens de qui ils gèrent l'argent, de dire, bah, on va peut-être diminuer un peu les ROI. Par contre, on va mapper d'autres choses qui aujourd'hui rentrent pas dans cet indicateur qui est le ROI, qui va être, bah, je sais pas, le nombre d'enfants formés, enfin d'enfants à l'école, enfin grâce à notre solution, le nombre Ouais. d'emplois créés. Nous, on mesure le carbone capté, par exemple, le taux d'espèces réhabilitées. Et là, en fait, tu crées des choses, enfin, tu crées de la valeur de manière générale. Alors, c'est une valeur pour un écosystème, pour une communauté, bref, ça peut prendre plein de formes. Et c'est pas parce que ça se voit pas directement, effectivement, Le chiffre dans d'affaires, l'indicateur chiffre ouais. d'affaires qu'il n'existe pas en tant que tel. Et on est aujourd'hui dans une période où tout tend à se consolider. Tu parlais des déclarations de enfin, des valorisations qui sont aussi sur d'autres critères que simplement euh, des critères purement financiers ou économiques. Alors oui, je pense il y a ça, mais il y a aussi le fait que, tu vois, derrière, il y a des risques réputationnels pour des fonds qui investissent dans des Ouais. boîtes qui vont faire du mal. Et ça, en fait, ça peut coûter beaucoup d'argent aussi. Donc, tout se mélange un peu. Je pense que ça tend à se structurer. En revanche, ce qui est sûr, et ça, je pense que tu connais bien le sujet, c'est que dès lors que tu lèves des fonds, tu le fais aussi pour créer une boîte qui doit avoir une certaine ampleur en termes de chiffre d'affaires, en termes et ça, c'est la logique de tous les investisseurs.
qu'ils soient business angel ou VC, même si les VC ont des considérations qui sont encore plus exigeantes là-dessus, je pense. Mais enfin bref, ça dépend des BA après, mais voilà. Non, Donc mais il y voilà. Bah, a après, ouais. quand tu lèves des fonds, effectivement, le but, c'est quoi? C'est d'avoir, enfin, c'est un peu une banque, quoi, finalement. C'est-à-dire qu'ils te permettent, toi, de développer ton projet, ton idée, mais par contre, derrière, il faut un ROI, ça, c'est sûr et certain. Il faut un retour sur investissement. C'est pas, moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs, des fois, qui viennent me voir et qui me disent, ouais, ma boîte, etc., pour l'environnement, on ferait pratiquement pas de chiffre d'affaires. Par contre, on a un impact de fou et tout. Je leur dis, mais en fait, c'est pas une boîte, c'est une association. Et tu vas sûrement pas avoir de l'argent de la part de VC ou de BA. Par contre, de la population, pourquoi pas, tu vois. Et c'est un autre type de projet. En fait, tout simplement, il faut le comprendre, quoi. C'est que si jamais tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et dans construire une entreprise, il faut que tu te dises qu'il faut faire un chiffre d'affaires à terme parce que c'est ce qui te permet de vivre. Et voilà, après, c'est la forme. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Par Ouais. exemple, on parlait de Time for the Planet avant. C'est un autre type d'entreprise, encore une fois. Ça, c'est un Ouais, peu mais une eux, tu vois, association ils entreprise. connaissent très bien ces logiques-là. Enfin, parce qu'en fait, en fait, c'est une entreprise en tant que telle, mais qui verse pas de dividendes à ses actionnaires. En Ouais, revanche, dans le financement qu'ils ont de leur projet, ils ont des logiques de VC. Alors, si on enlève la partie purement ROI, ils lèvent des fonds sur des boîtes qui ont des potentiels de scalabilité, pour employer ce terme-là, qui sont complètement. énormes. Et c'est exactement ce que recherche un investisseur. Enfin, c'est là où, pour le coup, moi, c'est un truc alors de temps en temps, je parle avec des entrepreneurs qui posent la question de lever des fonds. Je pense qu'avant, il faut quand même beaucoup se poser la question, est-ce que j'ai une boîte enfin, je veux créer une boîte qui doit devenir très importante parce que déjà, c'est dans l'ADN de l'équipe fondatrice de vouloir créer une entreprise comme ça. Et derrière, euh, ça amène aussi beaucoup de contraintes autres. Ou alors, est-ce que j'ai envie de bootstrapper ma boîte, de la faire à un Ouais, rythme qui est un peu plus lent? Et pour moi, il y a rien qui est c'est pas mieux de lever des fonds ou de pas en lever, c'est vraiment des modèles différents. Enfin, on sait que par exemple, quand tu crées un resto, tu peux pas ça a avoir un rien de chiffre lever des d'affaires fonds. qui dépasse peut-être 2 millions d'euros. Et t'as des banques qui peuvent te financer là-dessus, mais un Ouais. investisseur en capital risque, enfin, le fera jamais, quoi. Ouais, complètement. Complètement, complètement. Et ça fait une bonne tradition. Toi, comment tu as trouvé ces investisseurs-là? Tu les as contactés, tu as cherché comment? Sur Internet? Tu as eu des leads? Comment tu les as contactés? Par mail? Ça s'est passé comment ça? Alors enfin moi en l'occurrence, enfin, aucun de nous d'ailleurs n'avait jamais fait de levée de fonds, donc on s'est pris beaucoup de murs au début parce que mine de rien, Ouais, c'est quand même un vrai métier. Enfin, ça, je pense que tu le sais aussi assez bien. clairement. On a contacté plein de gens à droite à gauche, on a perdu énormément de temps. Euh, mais oui, enfin après tu sais, en cherchant, à la fin tu finis toujours par trouver. Donc on a envoyé des mails, on a contacté des gens. Après on avait des intros à droite à gauche parce que on a rendu aussi un peu le projet enthousiasmant. Et donc il y a des gens qui, même s'ils avaient aucun intérêt à investir chez nous, voulaient nous aider. Donc on a eu le droit Des à pas mal intros, des d'aides, trucs comme ça. des personnes qui d'ailleurs peut-être après sont devenus investisseurs aussi. C'est toujours la même chose, hein. Enfin, quand tu cherches de l'argent, tu as des conseils. Quand tu cherches des conseils, tu as de l'argent. Et donc, je pense qu'il faut tout prendre. Et ça, c'est aussi une des vertus, je pense, enfin, que doit avoir un entrepreneur, c'est quand même d'être assez persévérant, enfin, sur plein de choses, notamment au début. Mm. Puisqu'on a beaucoup de modèles de super entrepreneurs qui ont créé des boîtes de dingue, t'as l'impression que tout est facile. Bon, Ouais, au début, quand ils commencent, surtout sur leur première boîte, ils passent du temps, quoi. Et c'est tout à clairement. fait normal, quoi. Et quand tu disais par exemple que ma levée, je l'ai fait en un an, le nombre de personnes par jour que je reçois et qui me disent ouais, je vais lever en juin, en avril, Mm. là, je fais oui, non, mais tu vas lever fin d'année, voire début de l'année prochaine. Bon, c'est compliqué Ouais. de lever en 3 mois. Enfin, j'ai pas d'investisseurs, j'ai encore aller chercher, etc. Donc ouais, effectivement, là, Mm. c'est long, quoi. C'est une vraie étape. Je pense, par contre, ça montre aussi beaucoup sur justement, comme tu disais, la résilience et la capacité de rester concentré sur un sujet de la part de l'entrepreneur, de lever des fonds. Mm. C'est un vrai, une chose vraiment dure à mettre en place, tu vois. C'est un vrai métier, comme tu disais. Et donc voilà. Et toi, quand t'as dit justement un truc intéressant, tu as dit on a perdu beaucoup de temps, on a pris beaucoup de murs. C'est quoi les conseils que tu donnerais pour éviter de faire des erreurs, les erreurs que tu as pu faire, pardon. Alors, ouais, vraiment, si on devait la refaire, je pense qu'on la referait complètement à l'inverse. Mais de toute façon, là, on se projette pour relever aussi. Donc, forcément, c'est des conseils que je m'applique à moi. C'est de passer énormément de temps dans la préparation, euh, de beaucoup bosser ses docs, de cibler aussi tous les invests que tu veux rencontrer, de les scorer.
et tu vas te tester sur ceux qui te semblent le. Donc, en fait, c'est vraiment de bien connaître en fait les gens à qui tu vas demander Ouais. un investissement dans ta boîte. Une fois que c'est assez clair pour toi, tu vas voir ceux qui ont peut-être le moins de chances de d'investir et tu vas tester ton projet quoi. Et si tu te fais défoncer, bon bah c'est que tu dois travailler encore plus. S'ils te disent bah oui c'est intéressant. Enfin bref, dès que tu sais que tu arrives à avoir un peu d'intérêt, bon bah tu peux passer à des gens qui ont peut-être un peu plus tendance à venir enfin investir chez toi. L'idée étant que quand tu arrives devant ceux qui, pour le coup, te semblent très intéressants pour ton projet parce qu'ils ont ces thèses d'investissement, ils sont sur ces thématiques-là, ils ont investi dans les boîtes similaires à la tienne, on t'a fait des intros, enfin bref, il y a différents éléments. Bon bah là, en fait, tu sais que de toute façon t'es rodé, enfin tu t'es entraîné et Ouais, donc ouais. t'es au max pour faire ce truc-là. Mais nous, il y a des investisseurs, je pense, qui auraient pu investir chez nous, qu'on a été voir beaucoup trop tôt. Ok. Et Donc, donc il y a un bon moi, timing aussi. ouais, en fait, il y a le fait que alors une levée, là, je te dis, nous, on a mis un an. En fait, sur des levées à notre niveau pour des équipes assez jeunes, finalement, on est plutôt dans les temps. Surtout on a failli la closer à 2 reprises et avec le contexte qui s'est dégradé, avec eu des problèmes de liquidité chez des investisseurs aussi, on a dû Ouais. se repartir ensuite. Donc, on n'a peut-être pas eu de chance, mais en fait, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Enfin, Ouais, il y a toujours des trucs qui euh, bug et que ça bug mais pas. sur un an, tu dois avoir 6 mois de préparation et 3 mois de roadshow, tu vois. Et alors, Et c'est la quoi la préparation, phase? C'est pas mal parce que ça, quand j'essaie de l'expliquer, de la phase de préparation est ultra importante. Peut-être que ça marchera mieux si tu le dis, mais en gros, qu'est-ce que tu prépares, quoi? C'est quoi l'étape de préparation? bah, c'est que déjà, tu vas te faire une liste d'investisseurs et une liste, c'est pas 10, c'est peut-être 100 ou 150 investisseurs, enfin même beaucoup plus en fait dans l'idée, que tu vas scorer. Il faut bien comprendre en fait qui ils sont et pourquoi éventuellement ils seraient intéressants pour toi. Et une fois que ça c'est un peu clair, bah tu te rends compte. Donc quand je dis un peu clair, c'est comprendre leur thèse d'investissement, les tickets qu'ils mettent, à quel moment des boîtes. Euh, Ensuite, c'est éventuellement d'aller les rencontrer un peu en avance et de leur dire bah voilà, moi je sais que d'ici 5-6 mois j'aimerais bien lever des fonds. Qu'est-ce que vous attendez en fait d'une boîte qui lève des fonds et Ouais. qu'est-ce qu'on sont les triggers chez vous qui déclenchent l'investissement. Et là tu chopes des infos et après bah tu bosses tes documents, tu essaies Les de documents bosser qui tes sont hypothèses, pitch deck, pitch BP, deck, donc ça, BP, c'est. et après, bon, tu as une partie plus légale, mais en fait, déjà, si tu as un super deck, parce qu'on dit un deck, oui, c'est facile, j'ai fait 20 slides, mais enfin, moi, tu vois, je suis encore en train de travailler sur mon deck parce il y a des trucs qui changent tout le temps, tu te rends compte qu'il y a des messages que tu fais passer qui sont pas clairs, il y a des choses qui sont pas claires dans ta tête aussi. Ouais. Et donc, un très bon BP et un très bon deck, ça peut t'aider. Enfin, tu peux lever seulement là-dessus. Hein, enfin, mais ça veut dire que derrière, les hypothèses, tu les as travaillées, tu es capable de les justifier aussi beaucoup. Ouais. Et moi, voilà, enfin, notamment, tu lèves auprès de fonds. Tu as toute une partie rendez-vous qui est assez longue, hein, qui peut aller jusqu'à 10-15 rendez-vous avant que tu passes dans une phase de due diligence, pardon. Et faut réussir à prendre vraiment tous les retours en disant, mais en fait, là, vous m'avez dit ça ou tu m'as dit ça, qu'est-ce que enfin, t'as quoi comme idée derrière, enfin, de comprendre en fait quelles sont leurs craintes, etc. Parce que souvent c'est des gens qui connaissent assez bien le marché et donc il y a peut-être des angles morts que toi t'as pas vu, que eux connaissent Ouais. très bien et donc faut réussir à nourrir les échanges là-dessus parce que l'intérêt c'est que toi t'améliores ton projet tout le temps quoi. Clairement. Et toi, tu dirais que ces échanges-là, ça t'a permis vraiment d'améliorer ton projet, de le, Ouais, de le faire alors pas passer à avec un autre tous, hein, niveau, entre guillemets? pas avec tous, mais mine de rien il y a quand même des gens qui sont doués dans les fonds où il y a des BA qui sont vachement pertinents, enfin et donc il y a un moment, enfin, nous, tu vois, c'est une de nos vertus, l'apprentissage, enfin, d'être capable de se remettre en question et d'avancer. Euh, et, euh, et je pense que de manière générale, si tu prends pas les retours à un moment donné, il y a de bonnes chances que tu finisses dans le mur. Ouais. Je dis pas que tous les retours sont bons. Après, c'est à toi de savoir aussi avec ton jugement s'il y en a que tu mets de côté ou non, ou s'il y en a qui vont te faire trop reculer ou que tu géreras après. Enfin bref. Et il y en a aussi qui servent à rien. Enfin, il y a des mauvais retours aussi mais capable d'aller explorer les choses qu'on te dit. Je pense que c'est quand même assez important. Ouais. Et tu vois, ça se trouve, parfois tu te dis, ah, mais en fait, non, c'était une connerie. Mais au moins, la prochaine fois qu'on te posera la question, tu diras, ah, bah, effectivement,
Enfin ça, je l'ai exploré et je me suis rendu compte que c'était une connerie. La dernière chose, c'est que tu peux pas tout faire. Et je pense qu'il faut aussi être capable de dire, bah, ce point-là, je l'ai identifié. On l'a pas du tout assez creusé, on n'est pas encore assez haut niveau. En revanche, on l'a mis dans le temps et on sait que d'ici 4-5 mois, ça sera réglé. Et là, tu t'amènes pas une réponse hein, à un doute que peut avoir un invest. Ouais. En revanche, tu es capable de dire, bah, je me suis quand même posé la question. Et parfois, bien se poser la question, ça aide aussi à avoir une grande partie de la réponse au moment où le sujet arrive, tu vois. Ouais. Ouais, puis c'est dans la roadmap, tu sais très bien que voilà, comme tu disais, dans 5-6 mois, ça rassure aussi d'avoir une roadmap claire aussi sur les 2-3 prochaines années en disant voilà, les objectifs là, dans 2-3 ans, normalement, on est censé arriver à ça. Et ça fait Ouais. une excellente, encore une fois, transition. Je trouve qu'on a été très très bon dans les transitions sur ce webinaire. Là, il nous reste en gros 15 minutes maximum. Le principe, c'est qu'on essaie de répondre aussi à des questions. Si le chat a des questions, n'hésitez pas à mettre ça sur la partie Q&A. Ou dans la discussion, on y répondra à la fin. Mais globalement, c'est quoi les next steps pour Sun2Green? Qu'est-ce qui se passe après? Je ne sais pas si tu nous en dire un peu plus, un peu nous teaser comme ça. Et après, tout le monde pourra suivre sur les réseaux, bien sûr, pour en avoir le cœur net. Mais voilà, je te laisse un peu la parole là-dessus. Ouais, alors nous, pour rappel, donc on fait des plantations en milieu aride, dans les déserts, en combinant du dessalement et des stratégies de culture un peu particulières qui s'appellent de l'agroforesterie, pour justement créer des plantations un peu résilientes à ces systèmes-là. Donc on a fait beaucoup de recherches pardon, jusqu'alors. Là, on lance un premier projet pilote de 20 hectares Ok. euh, pour voilà, le faire fonctionner à plein, montrer ce qu'on sait faire aussi. Donc il y a une partie opération. On investit une partie de l'argent de la levée là-dessus. Parce que c'est des projets assez lourds, assez complexes, parce que tu gères aussi de l'humain, enfin, t'as des chaînes de valeur qui Clairement. peuvent être assez complexes. Ça, c'est la première partie. La deuxième, on continue à faire de la recherche, puisqu'on est sur des sujets qui sont effectivement jamais arrêtés, et à nous aussi de contribuer à l'augmentation de connaissances ou la découverte d'innovations sur ces sujets-là. Et Ok. enfin, il y a une partie qui est dans la préparation de la suite, c'est-à-dire que on a pour ambition de lancer des plantations comme on fait là à une cadence beaucoup plus importante d'ici quelques temps, en ayant beaucoup appris des premières qu'on fait. Et ça, c'est tout un business model à mettre en place. Donc, on a un effort commercial aussi. Voilà, puisque ce qu'on cherche, c'est que des personnes financent les plantations que nous, on opère ensuite. C'est-à-dire qu'on va chercher des investisseurs pour lancer des plantations. Et Ok. à chaque fois, nous, on est le développeur de projet qui permet d'assurer, en gros, la bonne tenue, la bonne conduite du projet. De manière très concrète, aujourd'hui, on maximise l'effet de la levée de fonds en allant chercher du non dilutif. Ouais. Mais donc, l'idée, c'est que pendant 2 ans, on avance sur ces 3 pans que je t'ai identifiés et qu'on relève pour cette fois-ci rentrer dans une phase de scale assez rapidement. Ok. Et donc, je suppose qu'il y a du recrutement derrière. Je sais pas si tu as des messages à faire Ouais. passer sur des posts que tu peux rechercher. Moi, j'essaierai aussi de communiquer sur LinkedIn pour essayer de te trouver un max de profils. Mais Ouais, tout à fait. Alors, nous, on est une entreprise franco-marocaine. Il y a une bonne partie de notre activité qui est au Maroc aussi. Donc, au Maroc, on recrute des ingés agro, des techniciens d'assez haut niveau sur tout ce qui est agriculture ou dessalement. ok. On recrute aussi enfin, s'il y a des gens qui veulent faire de la recherche sur ces sujets-là, on a des besoins. Donc, on est en train de structurer ça, mais sans doute que ça va arriver assez vite. Et en France, on est plus sur une partie structuration de l'entreprise, finance. Donc, moi, je sais que enfin là, assez rapidement, on va essayer d'ouvrir une alternance sur ces sujets-là, donc sans doute accès école de commerce. L'idée étant à la fois d'augmenter la compétence de l'entreprise sur la structuration de la fonction finance, mais en même temps de structurer l'ensemble de la boîte, ce qui est assez enthousiasmant. Ouais. Et sinon, on a aussi des sujets de recherche qui sont identifiés. Donc, toutes les personnes que ce qu'on essaye de faire intéresse, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact. Et après, on construit aussi selon les profils. Hein. Aujourd'hui, on sait les besoins très clairs qu'on a dans l'année à venir. Ouais. En revanche, il y a des choses qu'on peut aussi prioriser ou déprioriser selon les profils qu'on a. Ok. Et quand tu dis structuration, ça va être quoi? Ça va être la next step de savoir un peu les postes auxquels on va avoir besoin ici. Euh, donc, ce que je comprends bien, c'est que tu as quand même une bonne partie de recherche en Alors, France ou ouais, au exactement. Il Maroc. y a une partie recherche et ou innovation. Mais quand je dis structuration, c'est
maintenant que tu as levé, tu es obligé de formaliser tout ce qui se passe dans ton entreprise. Quand tu passes de 3 à 10 personnes, forcément, c'est plus exactement la même chose. Donc, il y a la mise en place de process, la remontée d'informations, les reportings financiers. Il y a toute une partie stratégie aussi qu'on avait, nous, cofondateurs, mais qu'on va devoir un peu plus structurer. Ouais. Et une partie RH qui est vachement importante. Ouais. Et là-dessus, nous, on croit pas mal. Enfin, on essaie de se structurer le plus vite possible, de formaliser les process, les façons de fonctionner le plus vite possible, Ok. pour demain être capable d'absorber beaucoup plus, quoi, et d'aller beaucoup plus vite. Trop bien. Très clair. Très clair, très clair. De toute manière, il y a un site, Sand2Green, Ouais, auquel il y aura toutes merci. les informations, etc. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Je ne crois pas qu'il y ait de questions. J'ai vu dans la partie Q&A. Je ne sais pas si dans les personnes qui nous regardent, ils ont des questions, n'hésitez pas. Si on n'a pas, entre guillemets, on va pouvoir se stopper là, à moins que tu veuilles rajouter le mot de la fin, Gauthier. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter qui te porte à cœur. Là, tu as une petite 8 minutes pour t'exprimer. Non, c'est plus pour les gens qui regarderont le webinaire. Même si vous avez que de l'intérêt pour ce qu'on fait, n'hésitez pas à rentrer en contact. C'est-à-dire que nous, on a pour ambition de fédérer toute une communauté de personnes qui ont envie de s'engager et de faire des choses autour de notre projet d'agriculture dans le désert, avec l'ambition de montrer que faire un projet écolo, ça peut aussi rapporter. Enfin, c'est une autre façon de faire. Et donc, à terme, on aimerait ouvrir à de l'investissement citoyen nos plantations. Génial. Mais donc, aujourd'hui, on cherche à comprendre mieux la communauté de personnes qui nous suit. Et donc, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec nous via le site ou via nos adresses mail qui doivent être à peu près publiques sur Internet. Et voilà. Enfin, et parfois, ça peut matcher vraiment avec des besoins qu'on a. Donc n'hésitez Trop surtout bien. pas. N'hésitez pas. Je vois qu'il y a des petites questions qui sont mises du coup. Alors, la première que je prends, c'est quelles sont les façades sur l'environnement où le besoin est le plus actif? Alors ça, je vois très bien. C'est personne qui a envie de monter une boîte, mais il ne sait pas trop où. Mais en vrai, c'est une très bonne question. Ouais. C'est quoi, c'est quoi les problèmes, on va dire, les majeurs dans l'environnement, quoi? Si on reprend un peu la base de l'environnement, quoi. Alors, c'est une super bonne question. J'ai envie de dire tout, mais là-dessus, déjà, moi, je connais pas tout, hein, ce qui se fait comme initiative, etc. Mais sur la partie climat et dérèglement climatique, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à avoir des vraiment bonnes idées. Il y a des boîtes qui deviennent très importantes sur ces sujets-là. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros angle mort sur la partie protection de l'environnement. Et je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs ingénieux qui peuvent trouver des super idées pour mieux protéger l'environnement ou mieux restaurer l'environnement avec des modèles assez nouveaux, etc. Donc moi, je dirais plus ça. Après, encore une fois, il y a des besoins partout. Enfin, C'est en gros, tellement la large. transition qu'on doit faire, elle est colossale. Donc Ça, je c'est un suis peu partout. persuadé qu'il va y avoir des idées de start-up, entre guillemets, pendant de très longues années sur ces sujets-là, parce qu'il y a tellement de problèmes, je suis d'accord avec toi, qu'on n'a jamais fini, quoi. Euh, donc voilà pour cette question. Et après, l'autre question qu'il y avait, c'est sur la différence entre société impact et société mission. Ouais, Alors alors ça, c'est une bonne question. carrément. Peut-être que j'ai pas tous les éléments, mais je dois en avoir quelques-uns quand même. La société à mission, déjà, elle est définie de manière assez claire d'un point de vue législatif. Et en fait, c'est que une fois que tu as défini la mission de ton entreprise qui a forcément une portée sociétale ou environnementale, tu l'intègres dans tes statuts. Donc, ça veut dire que finalement, tu peux être mis en défaut sur la poursuite ou non de cette mission-là, puisqu'elle fait partie de l'ADN constituant de ton entreprise. Et donc, on voit beaucoup d'entreprises, il y a les petites entreprises qui font ça, mais il y a des entreprises de moyenne et de grande taille qui se définissent comme entreprises à mission, en fait, en redéfinissant ou en définissant mieux ce à quoi elles servent dans la société, souvent avec des objectifs qui sont liés, parce que tout doit ensuite être capable, d'être actionnable, mais en se disant, aujourd'hui, tous les gens travaillent pour la réussite de cette mission-là. Donc ça, c'est les sociétés à mission. Les entreprises à impact, alors l'impact, c'est plus récent, et donc c'est pas forcément totalement cadré d'un point de vue législatif, mais c'est Ouais. de dire je vais via des indicateurs notamment être capable de
mesurer ce que je fais effectivement pour changer le monde, entre guillemets, d'un point de vue écologique, environnemental, etc. La différence, c'est que les sociétés à impact ont pour produit, service, comme cœur de valeur, un mieux-être environnemental ou social, alors qu'une société à mission peut avoir une mission qui est très largement définie, mais via ses produits ou ses services, ne pas directement viser un mieux-être social ou environnemental. Je m'explique. Ok. Enfin, une société à mission, tout est centré. Une société à impact, pardon, tout est centré autour de l'impact qu'elle va créer, qui normalement répond aux goals des Nations Unies, là, les différents objectifs qui sont définis. Et donc toute la boîte est axée autour de ça. Société à mission, c'est plus large. Ce sont pour des groupes beaucoup plus gros, qui ont beaucoup d'activités. Et donc c'est moins dans l'ADN même de l'entreprise, de sa Et donc, proposition de Sun to valeur. Green, c'est impact. Santorini, ça impact et une fois que la mission sera un peu plus claire, je ne dis pas qu'elle l'est pas aujourd'hui, mais qu'on sera capable aussi de derrière d'écouler tous les indicateurs, de fédérer toute la boîte, qu'on sera peut-être une cinquantaine autour de ça. Parce que c'est quand même des vrais chantiers qui méritent qu'on s'y attarde beaucoup, je pense, en tant qu'entreprise, Ouais, quand tu te vraiment. lances dans je veux devenir une société à mission. Oui, là, on le saura. Aujourd'hui, en tant que startup, on pivote encore trop. Mais voilà. Et donc, qui décide de cette qualification? Est-ce que c'est un label? Alors, Euh, c'est une bonne question. Je pense pas, moi, non? non, c'est pas un label, c'est une décision qui se prend en assemblée générale, l'entreprise à mission, de refondre les statuts autour de cette mission-là. Ouais, c'est Et donc ça. après, il y a les parties prenantes de l'entreprise euh, peuvent le vouloir ou non, enfin pas être d'accord sur la mission telle qu'elle est définie, etc. Mais c'est voilà, Tiens, c'est je vois. c'est vraiment créé dans les statuts, quand même. Ouais, c'est le maître dans la raison d'être de l'entreprise. Ah, donc après, ça peut être une mission très légère, comme très très engageante, hein, mais ça, c'est l'entreprise et les parties prenantes qui le décident. Et les bénéfices que l'on peut en retirer, alors l'idée, c'est pas forcément d'avoir un retour direct là-dessus, mais de recentrer l'entreprise autour de la mission, de faire du marketing. Parce qu'on on voit des grands groupes en faire qui font pas mal de marketing en disant ah bah aujourd'hui Danone, ma mission dans le monde, c'est de faire ça. Subvention, sûrement pas. Il n'y a pas de subvention pour des entreprises à mission ou des entreprises à impact d'ailleurs. C'est plus, pour moi, ces deux éléments-là sont des symptômes d'une transition de modèle, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour qu'une entreprise soit crédible dans la société et dans le monde économique, il faut qu'elle prouve qu'elle a une valeur pour des gens ou Ouais. pour l'environnement et qu'elle ne peut pas mettre ça de côté. J'espère avoir répondu à la Super. question. Ouais, bah, je pense. On va essayer en tout cas. Merci beaucoup, Gauthier, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire, de présenter Sun to Green, qui est une super entreprise que je suis, que j'adore. On va en tout cas Merci à communiquer à toi. fond derrière sur les réseaux. Et puis, bon courage pour les prochaines étapes, pour le recrutement. Et puis, on se tient au courant, entre guillemets. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre. Yes. Salut, Gauthier. Bye. À bientôt, salut Mathieu, bye.